Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour votre rendez-vous hebdomadaire Tribune Nord, l'endroit où l'on décortique l'actualité de nos clubs nordistes, Lens, Lille et Valenciennes. Une émission que vous pouvez retrouver également sur le Facebook de France Bleu Nord, mais aussi sur celui de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Une émission que j'ai l'honneur de présenter en l'absence de Christian Palka. Notre bon Christian a pris quelques jours de vacances bien mérités. En revanche, lui, il est fidèle au poste et lui, c'est vous, Maxime Lichtevoet. Bonsoir. Bonsoir Benoît, bonsoir à tous, bonsoir à nos auditeurs et internautes. Tribune Nord, 20e émission de la saison. Pas de Christian Palka, vous l'aurez compris, mais eux sont bien là. François Launay, journaliste à France Bleu à 20 minutes. Bonsoir. Jean-Marc Devray de France 3. Bonsoir. Cédric Van Goten, agent de joueur qu'on ne présente plus, qui vient toutes les semaines. Et bonsoir. Et Giordano Melilli, journaliste à Nord Littoral, également France Football, fin connaisseur du foot italien et notamment de la Juventus. Il emporte une petite chemise avec les cuissons. Bonsoir. C'est ça, c'est pour donner de la force demain à l'équipe. Bonsoir à tous. Le sommaire de l'émission de ce soir, Benoît. Oui, alors, le carton plein, bien sûr, des clubs nordistes, puisque Lens, Lille et Valenciennes ont tous les trois gagné. On rendra hommage d'ailleurs à Christian Palka, qui est le seul à avoir pronostiqué la semaine dernière les 3 victoires. Et après les cartons, nous débuterons avec Lille, plus que jamais lancé à pleine vitesse vers la Ligue des Champions. En deuxième partie d'émission, nous parlerons de Lens, qui se replace dans la course à la montée après sa victoire contre Auxerre. Et en troisième partie, nous commenterons le gros coup réalisé par Valenciennes sur la pelouse de Brest. Et puis on gardera un petit moment en fin d'émission pour parler entre autres du PSG et de Zidane. Programme très riche donc de cette émission, mais avant tout ça, les cartons. Tribune Nord, les cartons. Les cartons comme d'habitude, un carton bleu, le coup de cœur de la semaine, carton rouge, coup de gueule. Chers internautes, vous n'hésitez pas à nous donner les vôtres sur les Facebook de France 3 et de France Bleu. Benoît, vous commencez le tour de table avec votre carton. J'ai l'honneur, comme Christian Palka d'habitude. Voilà. Eh bien, moi, je vais donner un carton rouge à certains supporters lillois avec qui j'ai suivi le match dimanche après-midi à la télévision et qui est exulté au moment de l'expulsion de Mathieu Debuchy. Vous savez, auteur d'une altercation avec Iconé. Moi, j'ai la reconnaissance du ventre, donc je respecte toujours les gens qui me payent, et j'ai la reconnaissance du cœur. Ça veut dire que je respecte ceux qui m'ont fait vibrer par le passé. Mathieu Debuchy est tellement lié à l'image du LOSC et des grandes heures du LOSC qu'on ne se réjouit pas, même s'il porte le maillot de Saint-Etienne, de se faire expulser. Jean-Marc Devray, votre carton. Alors il sera bleu et de classe internationale, puisque j'aurais le décerné à l'Ajax d'Amsterdam pour leur superbe victoire contre le Real Madrid, et puis surtout parce qu'ils m'ont rajeuni de plus de 40 ans, puisque j'ai pensé en voyant jouer cette équipe à la fabuleuse équipe de l'Ajax Amsterdam, donc de Johan Cruyff, un des plus grands joueurs de tous les temps. Notre idole à tous. Enfin les gens de notre âge en tout cas, parce que les jeunes comme Maxime n'ont pas dû connaître. Non, il y avait aussi, je l'ai pas vu jouer. Je rassure, moi non plus, je l'ai pas connu. Il y avait hormis Johan Cruyff des joueurs absolument remarquables comme Johan Nisken, Johnny Rep, Arnold Buren, Ariane, Rudi Kroll. Vous voyez, j'ai encore de la mémoire quand même, malgré mon âge. Et donc, c'est eux qui vont vraiment inventer ce qu'on appelait le football total, qui revient aujourd'hui. Donc, ces jeunes m'ont fait rêver. Je me demande d'ailleurs s'ils sont pas capables d'aller jusqu'au bout et de gagner pour la 5e fois la CA, puisqu'à l'époque, on disait Coupe d'Europe des champions, ce que ne fera certainement jamais le Paris Saint-Germain. Voilà, ça c'est dit. Ouais, exactement. Cédric Van Goten, votre carton cette semaine. Carton bleu pour Valenciennes. Alors, pas seulement parce que Christian, ça faisait 3 semaines de suite qu'il mettait à Valenciennes, j'étais sûr qu'il le mettrait lundi, et comme Benoît, vous me dites souvent que je fais souvent ce que les chefs veulent, c'est pour ça que je le fais. Je pense que Christian est parti en vacances à Valenciennes d'ailleurs, mais bon, chez Elise Dieck. Mais plus sérieusement, pas que pour ça, pour leur victoire construite. Parce que c'est vraiment une victoire qui a été construite, c'est pas une victoire 1-0 sur un coup de dé. À Brest, mener 4-0, se faire remonter 4-2 à un moment dans la saison, c'est un match où ils auraient fini à la limite à 4-4. Ils ont remis la marche avant pour mettre le 5e, et puis aussi, surtout, coup double. Ça donne un petit coup de pouce à Lens, parce que les points perdus par Brest, c'est toujours bienvenu pour Lens. Beaucoup d'internautes qui nous disent effectivement des félicitations, énormément de félicitations pour Valenciennes, et des supporters un peu énervés de ne pas voir Valenciennes à la une de la Voix des Sports, contrairement aux deux autres équipes nordistes. C'est vrai que c'est plutôt Lille et Lens qui ont été mis à l'honneur aujourd'hui. Ça a fait réagir toute la journée, et ça continue de faire énormément réagir les supporters valenciennois. Giordano Melilli, votre carton, à vous?
Alors mon carton bleu, il sera décerné à Guillaume Gillet, le milieu de terrain du Racing Club de Lens, parce que depuis son retour de blessure, voilà, il s'est imposé dans cette équipe. C'est le patron de l'équipe, c'est le régulateur du jeu lensois, et c'est quelqu'un en plus qui sort du cadre, c'est-à-dire que c'est le leader, c'est le patron pour moi de cette équipe. Et Guillaume Gillet, je vais vous faire une petite confidence que je l'avais croisé à l'hippodrome de Marc-en-Barreuil pour une prestation concernant un partenaire du club Senior, et il m'avait dit clairement que le championnat il se jouait à 4. Donc on était au mois d'octobre et c'était Metz, Brest, Lorient et Lens. Donc aujourd'hui, quand on regarde les 4 premières places du championnat, c'est ces 4 équipes-là qui figurent en haut du classement. Oui, alors il y a quelque temps, il a aussi dit que cette équipe, après la défaite au Paris Football Club, que cette équipe lensoise avait ni le mental ni l'effectif. Donc j'espère qu'il restera, enfin que l'avenir le donnera raison à sa première position. Excusez-moi, j'ai un bug total. François, bonjour. On est dans Tribune Nord. J'ai pas l'habitude que vous soyez à ma gauche. Je suis totalement perturbé. François Launay, votre carton. Allez-y. Bonsoir Maxime. Mon carton bleu, c'est pour Zinedine Zidane qui est de retour au Real Madrid c'est officiel depuis cet après-midi. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour le foot français. On se plaignait de ne plus avoir d'entraîneurs français à l'étranger. Zidane a vite réparé le problème. En l'espace de 9 mois, il était parti en pleine gloire après 3 Ligues des Champions d'affilée. Il revient quand la Maison Blanche brûle, puis après l'élimination en Ligue des Champions face à l'Ajax Amsterdam. Je trouve que c'est très bien. On va vraiment voir le Zidane sans Cristiano Ronaldo. Et s'il revient, je pense parce qu'il y a une grosse équipe qui se prépare pour la saison prochaine au Real. C'est un pari risqué. Ouais. C'est un pari risqué. On en reparlera d'ailleurs, messieurs. En fin d'émission, on gardera un petit laps de temps pour évoquer plusieurs sujets. Je l'ai dit, notamment le retour de Zinedine Zidane. Un petit carton rapide, un carton Pourquoi bleu un petit, aussi. Maxime Petit parce Vous êtes que le plus jeune, mais donnez des parce qu'ils s'en souviennent plus. Prenez votre place, Maxime. Non, mais c'était juste pour donner un carton bleu au Stade Rennais qu'on a tendance plutôt à moquer. Ils font souvent la une d'un compte Facebook et Twitter assez suivi, la Fédération Française de la Loose, parce que les Rennais, ils ont l'habitude de faire des contre-performances d'année en année, de toujours stagner. Mais là, en Ligue Europa, ils font vraiment un très très beau parcours, et leur prestation face à Arsenal, leur victoire 3-1 jeudi, était vraiment très très belle à voir, même si effectivement il y a un carton rouge c'est un tournant du match du côté d'Arsenal. Voilà, une très belle prestation collective des Rennais qui méritait d'être soulignée. Tribune LOSC. Allez messieurs, on entre dans le vif du sujet. On attaque d'entrée avec le LOSC et cette victoire acquise sur le fil. Je vous rappelle que Nicolas Pepe a marqué le but de la victoire à 3 minutes de la fin. Une victoire, selon moi, amplement méritée sur l'ensemble du match. Et puis, je rappelle bien sûr aux internautes qui peuvent nous poser des questions via Maxime sur les réseaux sociaux, les pages Facebook de France Bleu et de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Messieurs, alors déjà Maxime, on va commencer par vous. Est-ce qu'avec cette victoire, le LOSC est d'ores et déjà assuré d'une place en Coupe d'Europe? Alors on peut jamais dire que les équipes sont assurées, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que si on regarde les dernières années précédemment, avec autant de points d'avance à ce stade de la saison, donc 7 sur Lyon et 9 sur l'Olympique de Marseille, les Lillois ont 98% de chances de finir sur le podium, 87% de finir deuxième. Alors de chance, ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément terminer sur le podium ou deuxième, mais voilà, en se basant sur les 20 dernières années, la plupart des équipes au stade de Lille ont réussi la plupart du temps à se maintenir. Une exception quand même assez récente pour montrer aux Lillois qu'il faut faire attention, et surtout faire attention à Lyon, c'est qu'en 2016, Lyon avait réussi à remonter 8 points de retard à Monaco pour finir deuxième à 10 journées de la fin également. Donc attention quand même au retour des Lyonnais, d'autant que Lille va se déplacer au Parc OL, au Groupama Stadium maintenant on doit dire. Oui, on se souvient aussi en 2002 des Lyonnais qui avaient repris 8 points au Racing Club de Lens pour finir champion et décoiffer sur le fil. Jean-Marc, est-ce qu'aujourd'hui, et notamment après les déclarations de Nicolas Pepe à Saint-Etienne qui a dit ce serait un échec aujourd'hui de ne pas avoir la Ligue des Champions, est-ce que vous pensez qu'enfin le LOSC avance à visage découvert? Oui, effectivement, les statistiques révélées par Maxime parlent d'elles-mêmes. Et puis il y a surtout le fait que il y a un fond de jeu. Enfin, ils ne perdent pas puisqu'ils n'ont pas perdu un match depuis le début de l'année 2019. Donc même quand ils sont malmenés, parce que c'était quand même un petit peu le cas, notamment en première mi-temps contre Saint-Etienne, ils savent tenir, laisser passer l'orage. Et puis ils ont la réussite qu'ils n'avaient pas la saison passée. On l'a vu sur les derniers matchs. Donc effectivement, ils font le parcours d'une équipe qui va prendre la deuxième place. Ça m'embête un peu de vous le dire, puisque en début de saison, on s'est souvent accroché là-dessus. Ouais. Mais là, c'est vrai que maintenant, avec 7 points d'avance sur Lyon, ils peuvent voir clairement la deuxième place, puisque je pense que de toute façon, le podium était assuré déjà, quoi. On rappelle quand même que fin mars, il y aura un Lyon-Lille au Stade des Lumières. Quand je dis début mai, 4 mai.
4 mai. Quand je dis bien joué France-Polonais, bah tiens, vous avez la parole. Quand je dis victoire méritée, vous êtes d'accord avec moi? Ouais, Ruffi a fait des miracles pendant longtemps, retardé l'échéance avant le but de Nicolas Pepe, qui lui est le joueur qu'il faut dans des saisons comme ça, le joueur clé, 17 buts. C'est énorme, 8 passes décisives. Et très sincèrement, je vois pas ce qui peut arriver de mal au LOSC. Seul petit bémol, c'est en effet, il y a ce match à Lyon. L'équipe qui est derrière Lyon, c'est Marseille. C'est quand même deux équipes habituées à des fins de saison foudroyantes. Maintenant, Jean-Marc le disait, Lille, en 2019, en championnat, c'est 7 victoires, 2 nuls, aucune défaite. Je vois vraiment pas ce qui peut leur arriver. Tout semble réuni pour que Lille retrouve la Ligue des Champions de la saison prochaine, et tant mieux. Quand on voit les matchs récents du LOSC, est-ce qu'il faut plus avoir peur des gros adversaires à venir pour le LOSC ou finalement des équipes de bas de tableau qui jouent bloc bas et qui les ennuient? C'est les beaucoup équipes de bas de tableau qui les ont vraiment ennuyés ces derniers temps. Je me rappelle de bas de tableau ou de milieu de tableau. Oui, ils ont Toulouse qui est venu gagner en décembre. Toulouse, ils ont du mal contre Dijon, ils ont eu du mal à Strasbourg. Ce genre d'équipe contre Montpellier récemment. Ce genre d'équipe qui défend bas les fait souvent déjouer. Maintenant, j'ai vraiment le sentiment que cette équipe, elle a un truc en plus cette année et qu'il n'y a rien. Voilà, elle est sur le podium depuis 2 mois, 3 mois. Il n'y a rien qui semble l'empêcher dans sa marche en avant et elle finira, quoi qu'il arrive, sur le podium. À quelle place? Voilà, moi je pense que les statistiques en plus sont pour eux. Ce sera deuxième pour le LOSC, surtout que Lyon encore la Ligue des Champions, même si ce sera peut-être terminé mercredi. Giordano, vous qui connaissez bien, qui est un fin tacticien, je le sais, cette équipe du LOSC, qu'est-ce qui peut l'embêter en fin de saison? Qu'est-ce qui peut l'empêcher de décrocher la Ligue des Champions avec une place directe, la 2e place du classement? Peut-être la jeunesse, le facteur jeunesse. Même si cette année, la jeunesse a réussi, on l'a vu en Ligue des Champions avec l'Ajax d'Amsterdam. C'est vrai que c'est quand on joue décomplexé, les jeunes arrivent à avoir le niveau et arrivent à se surpasser, à faire des choses extraordinaires. Par contre, il y a encore 3 matchs. Et il a raison, Christophe Galtier, là-dessus, d'être mesuré, parce qu'ils doivent encore jouer Monaco, ils doivent encore jouer le Paris Saint-Germain, ils doivent encore jouer le LOSC. Donc le calendrier Lyon, pardon. Le LOSC Lyon, pardon. Et donc le calendrier est encore assez compliqué. Il n'y a pas beaucoup de marge. Comme tu disais, François, il y a des équipes qui sont habituées à des fins de saison en boulet de canon, comme Lyon, comme Marseille. Moi, j'ai peur que ça peut exploser. Il faut faire attention. Il faut encore prendre des points. On ne peut pas parler de Ligue des Champions actuellement. Ils vont jouer des matchs notamment à Nantes, à Reims et à Toulouse. Ça va être des matchs qui, comme ça, sur le papier, paraissent assez faciles. Mais ce sont des équipes qui, pour diverses raisons, parce qu'elles font une très belle saison et qu'elles peuvent dépasser tous leurs objectifs, ou au contraire certaines doivent encore jouer leur maintien. Donc le LOSC a quand même, il va falloir rester vigilant. C'est pas parce qu'ils ont 7 points d'avance que tout est gagné. Tout à fait. Moi, ce qui m'inquiète, j'ai envie de vous dire, la seule chose qui m'inquiète vraiment, c'est les intérêts des différents clubs qui vont se réveiller, qui sont en train de se réveiller. Peut-être que ça va perturber certains joueurs, des approches de certains clubs. Peut-être que ça va venir enrayer la belle mécanique qui jusqu'ici ne connaît aucun. Enfin, il y a aucun grain de sable qui vient. Moi, j'ai l'impression que depuis le début de saison, ou au moins depuis janvier, on parle par exemple du départ de Nicolas Pepe, etc. Ouais, c'est quasiment acté dans la bouche de tout le monde, président, entraîneur. Ça a l'air d'être totalement acté. On ne sait juste pas encore où est-ce qu'il ira quand même, dans quel club. Je trouve que, par exemple, Nicolas Pepe, c'est le contre-exemple total du joueur qui a l'air de jouer totalement détaché, loin des considérations de son futur. En tout cas, quand il déclare que ce serait un échec de ne pas aller en Ligue des Champions, je pense qu'il c'est vrai. Aujourd'hui, c'est investi par sa mission. Aujourd'hui, vous posez la question aux supporters, aux dirigeants, aux joueurs, à l'entraîneur. L'entraîneur le dira jamais officiellement, mais évidemment Christophe Galtier, qui l'a jamais disputé en tant que coach. C'est bien qu'un joueur le dise. Mais très bien, au moins c'est assumé complètement. Mais évidemment que ce serait une déception pour tout le monde que le LOSC n'aille pas en Ligue des Champions, vu qu'à la 28e journée, à 10 journées de la fin, ils ont 7 points d'avance sur le 3e, 10 sur le 4e. Là, on pourrait parler d'échec si Lille n'y allait pas, même si, encore une fois, ce n'était pas l'objectif du début de saison. Cédric, est-ce que Nicolas Pepe, alors vous répondez à la question précédente, mais est-ce qu'en même temps, développer un peu, est-ce que Nicolas Pepe, c'est l'assurance tout risque du LOSC, aussi bien sur ce qu'il va rapporter quand il sera vendu que sur le terrain? C'est systématiquement lui qui décante les matchs compliqués pour les Lillois. Mais inversement, vous ne l'aurez jamais dans votre écurie, hein. Il signera jamais avec vous. Mais répondez quand même à la question. Mais inversement, on n'a jamais trop vu jouer le LOSC sans Pepe, donc on peut pas dire. C'est vrai. On peut pas dire. C'est scientifiquement pas prouvé parce qu'on l'a jamais vu jouer l'équipe sans lui, donc on peut pas dire que ça irait moins bien. Est-ce que ça veut dire, faut surtout pas que Pepe se blesse avant la fin de saison? Bah oui. Oui, non, ça vaut mieux pas. Parce que moi, j'ai bien aimé le lapsus révélateur de Giordano. Limite, le seul adversaire du LOSC dans cette fin de saison, c'est le LOSC. C'est les têtes. C'est comment ça va être géré. Bon, je me fais pas de soucis pour Galtier, mais c'est comment ça va être géré par les joueurs eux-mêmes.
tout un tas. Là, on parle souvent le tennisman, la peur de gagner. Est-ce qu'au moment de faire le break définitif, ils vont pas avoir un petit pied? Est-ce que certains, les soucis contractuels qu'ils peuvent avoir pour l'année prochaine, ça va pas les perturber? Donc Giordano a raison, le seul adversaire du LOSC dans cette dernière ligne droite, c'est le LOSC. Il faudrait garder l'insouciance, tout simplement. Jean-Marc, vous qui êtes la voix de la sagesse autour de cette table, en l'absence de Christian Palka, je précise. Bien sûr. Est-ce que Nicolas Pepe pourrait rester l'année prochaine au LOSC en cas de qualification en Ligue des Champions? Franchement, ça m'étonnerait, surtout quand on a lu l'interview de Gérard Lopez dans l'équipe parue samedi, je crois. Jamais le président du LOSC ne dit qu'il ne partira pas, même s'il joue la Ligue des Champions. Il faut quand même pas oublier que le club s'est libéré de sa dette, mais par contre Gérard Lopez a une lourde dette envers le fonds Elliott, donc il sera quand même obligé de rembourser la dette. Alors, pour rembourser une partie de cette dette, il y a deux solutions. Soit il vend beaucoup de joueurs à 10, 15 ou 20 millions, mais alors à ce moment-là, il affaiblit fortement l'équipe. Soit il accepte de faire partir un joueur majeur, qui est bien sûr Nicolas Pepe. Messieurs, je vous rappelle quand même qu'une qualification en Ligue des Champions, c'est quasiment 30 millions d'euros assurés dans les caisses du club. Minimum. Et je ne sais pas ce qu'avait budgété le LOSC sur son prévisionnel auprès de la DNCG, mais le fait de finir deuxième, ils vont reprendre 30 millions d'euros. Donc 30 et 30, 60. Est-ce que ça, finalement, ça n'atténuerait pas la nécessité absolue de faire partir Nicolas Pepe? Il n'y a pas de garantie pour la saison d'après. C'est-à-dire, on a oublié un facteur qui aide beaucoup le LOSC cette saison. Ils ont été épargnés par les blessures. C'est très rare. C'est clair. Les joueurs majeurs ont toujours été là. On parlait de Pepe, il n'a pas raté un match quasiment. Donc ça fait aussi partie, c'est rare d'avoir un effectif épargné par les blessures. Ça fait aussi partie de la réussite du LOSC cette saison. Je ne pense pas que vous ferez une deuxième saison de la même facture. Et je pense qu'en plus, dans le projet des dirigeants lillois, qui l'ont dit, ils l'assument complètement, c'est faire progresser les joueurs. Et au moment où on peut les vendre au plus fort, on les vend au plus fort. C'est l'occasion qui fait le larron, Imaginez, vous gardez Nicolas Pepe et qu'en septembre, il se fait les croiser. C'est vrai. Ça, oui. Il faut le projet du LOSC. On peut pas lui CET, mais ça peut toujours arriver. Évidemment, le projet du LOSC, c'est de vendre les joueurs à leur plus haut niveau au Zénith. Ouais. Et c'est le moment. Et après, certains vont pouvoir s'interroger, oui, mais quel est l'intérêt sportif? Ça, c'est différent. Ça a même été trop vite par rapport à ce qui est prévu. Parce Complètement, que je pense que la deuxième place cette année était sont surpris. Les premiers sont surpris. Justement, l'accélération de la réussite du club, est-ce que ça peut pas faire un petit peu évoluer Gérard Lopez au niveau de son... Mais on l'a dit, il y a une dette. C'est vrai. Et donc, il faut la rembourser. Et donc, du coup, il faut vendre. Il a même déclaré dans la fameuse interview à l'équipe cette semaine qu'ils allaient vendre pour 100 millions. Connaissant le businessman qui est Gérard Lopez, 6 matchs de tour préliminaire en Ligue des Champions avec les partenaires, les augmentations de prix, le prix des places, etc. N'oubliez pas le risque blessure pour les joueurs majeurs. N'oubliez pas. Giordano. Après, je pense pas que ça va changer grand-chose pour le joueur en lui-même, pour Nicolas Pepe. Parce que s'il risque de partir, il partira dans une grosse écurie. Et une écurie qui jouera la Ligue des Champions. Pour lui, ça changera rien. Pour lui, ça changera rien. Maintenant, dans la nécessité du LOSC de récupérer un peu d'argent, même s'il y aura de l'argent, comme vous avez expliqué, mon cher Benoît, avec la Ligue des Champions, avec la récupération de la DNCG, ça restera un grand coup, ça restera un beau coup. Parce que quand on vend un joueur dans un grand club, ça veut dire que notre politique, elle marche. C'est vrai. Donc ça peut être un exemple aussi à ce niveau-là. Messieurs, 2 dernières questions sur le LOSC. Bamba et Ikoné ont-ils un petit coup de mou en ce moment? Qui veut répondre à ça? Ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que la question se pose en fait du côté de Bamba Ikoné. J'ai même envie de dire plus du côté de Jonathan Bamba, qui alterne le moyen et le mauvais depuis son dernier gros match, qui était d'ailleurs le match contre Saint-Etienne, mais le match aller, gagné 3-0 par Lille, où il avait brillé face à son ancien club. Depuis, j'ai l'impression qu'il a entamé une phase un peu descendante. Et il a du mal à retrouver son niveau du début de saison des 3 premiers mois qui était assez exceptionnel. Mais est-ce que justement, on est un peu retombé là. Est-ce que le jeu très exigeant mis en place par Galtier avec ses courses vers l'avant hyper rapides, notamment à l'extérieur, est-ce qu'ils n'ont pas le physique un peu entamé, nos 2 camarades, Giordano? Moi, je pense que oui, parce qu'il aligne quasiment tout le temps les mêmes joueurs, tout le temps la même équipe. Il y a très peu de turnover. Voilà, il y a très peu de turnover, donc à un moment donné, la saison elle est longue. Voilà, ça coince quoi. C'est normal, hein, c'est tout à fait normal. Il n'y a plus l'effet de surprise qui leur a profité lors des 3 premiers mois, où on découvrait complètement cette équipe, nous les premiers. Bamba, il connaît Pépé, Bamba, il connaît n'était pas là, et devant c'était Léao ou Rémi, ou Raphaël Léao, et personne, à part Pépé, personne n'était là. Finalement, le seul joueur constant dans le plus haut, c'est Nicolas Pepe, qui lui n'a pas du tout baissé son niveau, et c'est ce qui aussi explique que Lille réussit à rester à ce point dans le haut du classement.
Messieurs, une dernière question sur le LOSC qui me fend un peu le cœur. Est-ce que On la voit venir. Mike Maignan fait les arrêts qu'il faut et est-il le gardien qu'il faut aujourd'hui au LOSC? Un seul but encaissé sur les 6 derniers matchs. Je pense que la Il a une bonne défense. Mike Maignan est là. Et oui, je voulais y venir parce qu'il y a une très bonne défense et notamment Gabriel, sur lequel j'étais un peu sceptique il y a un mois ou deux et qui là est en train de totalement détromper ses détracteurs. Parce qu'en plus là, il me semble qu'il a remplacé Soumaoro. Alors Soumaoro n'était plus suspendu. C'est un choix fort de Galtier de quand même maintenir Gabriel. C'est le meilleur Lillois face à Saint-Etienne. Il a trouvé l'association. Il est d'une solidité incroyable. Ce qui est incroyable pour Gabriel, parce qu'il revient d'une saison à la cave façon de parler. Il était au fond du trou, prêté par le LOSC à 3 la saison dernière. Il a quasiment pas joué. Il revient cette année, on se dit ce sera une solution 3, 4, doublure qui jouera en Coupe de France, en Coupe de la Ligue à la limite. Et là, il termine, depuis février, il est devenu titulaire et ça coïncide en plus avec une période assez incroyable d'invincibilité. C'est marrant parce que ça tourne pas devant, mais par contre derrière, à chaque fois ça a tourné, ça a bien tourné parce que Pied pour Selic, Gabriel pour Soumaoro et même Koné qui a remplacé à la trêve Ballo-Touré, c'est vrai. On ne voit pas la différence par rapport à avant. Messieurs, 19h25, vous êtes sur France Bleu Nord, c'est Tribune Nord, c'est terminé pour le LOSC, on referme la page. Dans quelques instants, on va parler du Racing Club de Lens. Je vous rappelle aussi que dans 15 minutes, ce sera la revue du net. De quoi allez-vous nous parler, Maxime? Eh bien, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas parlé, donc on reparlera des Hazard. On parlera aussi des Red Tigers, un des principaux groupes de supporters lensois. Et on reparlera du LOSC, mais cette fois des féminines. Tribune sang et or. Allez messieurs, on passe au Racing Club de Lens. Un petit message d'Alexis qui réalise l'émission pour François Launay. Attention monsieur Launay, de parler dans votre micro de temps en temps, vous vous éloignez de l'objectif. Messieurs, les Lensois ont battu Auxerre 2-0. Tout le monde retiendra bien évidemment ce ciseau retourné incroyable de Grayon Kier dans le but auxerrois. Magnifique. J'ai pas souvenir d'ailleurs si les auditeurs ou les gens qui nous regardent sur Facebook se souviennent d'un but par ciseau comme ça sur la pelouse du Stade Bollard. Moi, j'en ai pas souvenir. Peut-être que les auditeurs. Jules Bocandé, non? Oui, ou non, j'ai un but d'Antoine Sibierski face à Nantes, c'était la saison 2000. Moi, j'avais pas de souvenir d'un but. J'avais pas souvenir d'un but de Grayon Kier, mais c'est autre chose. C'est vrai aussi. Alors, les Lensois se replacent à la 4e place du classement. 1 point d'avance sur le Paris Football Club, 1 point de retard sur Lorient, sachant que la semaine prochaine, il y a un Lorient-Brest. Maxime, déjà pour commencer, quelques chiffres sur le Racing Club de Lens. Et je rappelle aussi, bien évidemment, aux auditeurs qui doivent réagir sur les pages de Facebook. C'est votre émission. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de vos questions. Maxime. Ouais, moi j'aime bien regarder un peu les dynamiques en dehors du dernier match et voir des 2 ou 3 derniers matchs. Si on regarde la dynamique lensoise sur les 8 dernières rencontres en championnat, ils sont à 5 victoires, 2 défaites et 1 match nul. On était très énervés et surtout les Lensois eux-mêmes. Philippe Montagnier était très énervé après le match perdu au Paris FC. C'était surtout la manière qui avait déçu encore plus que le résultat. Mais en fait, si on se replace à long terme, sur les 8 derniers matchs, Lens fait une très belle série. Ils sont à plus de 2 points de moyenne. Et au final, c'est leur meilleure série. Enfin, pour remonter à une telle série, il faut revenir au début de saison. Donc, les Lensois sont dans une bonne passe, même si récemment il y avait eu quelques défaites. Et puis surtout, ils ont gagné au bon moment parce que vous l'avez dit, le Paris FC a fait match nul, Brest et Lorient ont perdu. Donc Lens, pourquoi pas, pourrait même recroire, il reste peut-être même un mince espoir pour la 2e place. En tout cas, il y a certains supporters sur le Facebook de François dans le Pas-de-Calais qui y croient. Sans doute les mêmes qui n'y croyaient plus la semaine dernière. Donc on constate que Brest commence à piétiner. Ça fait quand même plusieurs matchs qu'ils commettent des contre-performances. Et on se souvient dans un passé tout à fait récent, ils étaient souvent en position de monter, ils ont craqué sur la fin. Donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être un syndrome Furlan. Il semblerait que Furlan ait quelques soucis d'ailleurs avec ses dirigeants. Il semblerait, c'est sûr. Avec Strasbourg aussi, Furlan à l'époque. Vous en parliez il y a quelques semaines déjà de Furlan et vous disiez que Brest, ça pouvait éventuellement se casser un peu la figure. Partir en sucette. Il n'y a pas de souci, Monsieur Van Goten, un peu d'ordre. Je rappelle, pour nos auditeurs qu'autour de la table, il y a Jean-Marc Devray de France 3, Cédric Van Goten, agent de joueur, Giordano Belli, correspondant notamment pour France Football, grand connaisseur du foot, François Launay, devant l'éternel. Merci pour votre maillot, mon directeur m'a chargé de vous remercier pour le maillot de Valenciennes. De même que suite, salut aussi de Cédric Van Goten. Et bien sûr, Maxime Lictevoet, avec qui je présente cette émission. Messieurs, est-ce que Lens est véritablement en course pour la montée? Mais, alors vous allez me dire oui, bien évidemment, ils sont 4e à 1 point. Mais je vous rappelle quand même que le Racing Club de Lens ne doit sa place au pied du podium
co-défaite Wow, de Lorient, de Mais Brest. non, vous n'avez pas le droit de dire match ça. nul de Et Paris. Vous n'avez pas le droit de dire Ça veut ça. dire- Oui, non, mais ils ont gagné. Ils ont fait le boulot, Oui, bah voilà, mais ils la ont fait le semaine d'avant, taf. ils avaient la même possibilité avec les défaites des autres de recoller. Ils ne l'ont pas Comme fait. dirait Gervais Martel, le championnat, c'est comme un téléfilm et il y a qu'à la feuilleton, et il y a qu'à la fin qu'on connaît le nom de l'assassin. Certes, mais Donc il y a des rebondissements. Mais moi, je me souviens du match intéressant de samedi. Je l'ai commenté avec Christian Palka contre Auxerre. Mais je me souviens de la purge au stade Charletti la semaine d'avant contre Paris. Ouais. On a posé la question à Philippe Montagnier. Est-ce que vous avez maintenant un peu plus d'assurance? Est-ce que il a dit non, bien évidemment qu'il n'a pas d'assurance. Ça veut dire que Lens peut Mais très faut bien pas être au-dessus des autres. Faut contre le Gazélec. faut juste avoir un François point de Launay. plus que les autres. Et ben voilà, ça suffit. Et aujourd'hui en Ligue 2, on le voit. Enfin voilà, on parlait de Brest à l'instant. La seule équipe qui est vraiment régulière, c'est Metz. Et je pense que eux vont monter, c'est sûr. Brest, on verra. Même si on dit Brest a un coup de moins bien, il y a encore 6 points quand même. 6 points, c'est pas rien. Et voilà, ce qui est sûr, c'est que Lens est complètement replacé. Il y a un moment, on était inquiet, même sur l'éventuelle possibilité d'être barragiste. Là, je pense qu'on est assez rassuré. Je pense que Lens finira dans les 5. À quelle place? Voilà, ça, bien malin qui pourrait y répondre aujourd'hui, parce que je vous rappelle que la semaine dernière, on les enterrait définitivement. C'est vrai. Et aujourd'hui, l'espoir est revenu. On se dit, et pourquoi pas la deuxième place? Donc, on va voir. Il reste 10 matchs. Jean-Marc, vous étiez au stade Bollard samedi après-midi. Vous les trouvez comment, ces Lensois? C'est une équipe qui vous rassure ou qui vous inquiète? C'est une équipe qui a des hauts et des bas, donc c'est assez difficile à dire. Moi, sur ce que j'ai vu samedi, ça m'a plutôt rassuré. Ils ont vraiment maîtrisé le match. Les Auxerrois, malgré leur bonne volonté, n'ont pas été vraiment dangereux. Il y a quelques occasions en fin de match quand même sorties par Leka. Moi, j'ai Oui, l'impression- Leka, mais bon, c'est son rôle aussi, quelque vrai, part. bien sûr. Je sais qu'il y a eu un débat ici sur la valeur véritable de Jean-Louis Leka. Bon, je crois qu'il a répondu sur le terrain. Il Sur a ce su, match contre il a Auxerre, su il a sur été un très, match très où il solide. n'avait quasiment pas eu grand-chose à faire. Il fait a sorti 2 3. superbes manchettes, Ouais, notamment en voilà. fin de match. Et un arrêt. Effectivement, bon, il sauve quand même son équipe. Cela dit, le résultat était quand même plus ou moins assuré déjà à 2-0. Puis bon, il y a eu une vraie maîtrise, je pense. Donc voilà. Mais après, c'est vrai que le RC Lens est quand même très, très irrégulier, puisque c'était le jour et la nuit par rapport à ce qui s'était passé au Paris FC. Donc voilà. Là, je dirais que je suis plutôt rassuré sur l'ensemble de leurs derniers résultats que rappelait Maxime. Je pense qu'ils seront barragistes. Bon, ça, j'ai pas de doute là-dessus. Je pense qu'ils seront probablement 3e. C'est quand même mieux que d'être 4e ou 5e dans le système de play-off qui est appliqué. Et pourquoi pas une montée directe à la 2e place. Mais là, il faudra compter sur Brest qui craque. On rappelle que les playoffs, c'est le 5e qui fait un barrage chez le 4e. Le vainqueur va faire un barrage chez le 3e. Et là, le vainqueur fait en match aller-retour contre le 18e de Contre le Ligue 1. 18e, parce que tout est fait pour avantager le 18e de Ligue 1. Ce qui serait c'est un scandale quand on y réfléchit. J'en sais rien, mais ce On n'y qui est serait... pas encore. Ouais. Mon cher François, ce qui serait quand même l'ironie du sort, c'est un barrage entre Lens et Amiens, puisque Ouais. rappelez-vous, il y a 2 ans, Amiens avait privé Lens de monter, un barrage entre Lens et Amiens, et avec toute la tendresse et l'amitié que j'ai pour les Amiénois, les Lensois aimeraient bien les renvoyer. Voilà. Amiens quand même, est en train de prendre de la marche quand même. C'est hein. plus à la dernière seconde. Maxime, est-ce qu'il y a, juste avant le Giordano, Maxime, est-ce qu'il y a des réactions sur le Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais ou le Facebook de France Bleu Nord? Je vais y arriver. Les internautes comme nous trouvent les Lensois assez fluctuants et pas très réguliers. Donc ce qui ressort, c'est quand même pas mal d'optimisme. Et Lens qui va terminer 3e, voilà, comme Guillaume qui nous dit Lens est vraiment instable, capable d'aller chercher la 3e place, comme de finir 6e. Les réactions sont vraiment de ce style-là pour l'instant. Giordano, une question. Quand on regarde le classement des buteurs, Charbonnier est à 19 buts. Ouais. Le Brestois. Le Messin Diallo est à 17 buts. Gomis, alors vous allez me dire 12, c'est pas mal, mais il est quand même péniblement à 12, et notamment parce qu'il marque les des pénaltys. pénaltys en ce Est-ce moment. que c'est pas ça qui manque au Racing Club de Lens? Un vrai buteur. Alors, est-ce que c'est pas la nécessité pour monter en Ligue 1? Expliquez-moi pourquoi Gomis, l'an dernier avec Orléans, il met 18 buts et cette année, il est seulement à 12 buts avec beaucoup de pénaltys. Alors, Est-ce qu'il joue attaquant de pointe? Est-ce qu'il joue à son ah poste? non, il a été replacé sur Ce le week-end, côté. oui, ce week-end, il a ce reçu Ce week-end. week-end, oui, d'accord, mais sur les derniers matchs, on va exempter celui-là, la réception d'Auxerre. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut le mettre dans les meilleures conditions possibles. Parce qu'au Racing Club de Lens, aujourd'hui, au niveau des ailiers, on n'a pas de souci. Avec Mounir Chouillard qui est en train de faire son trou, généralement il progresse, c'est super. Le jeune Ben Cherki sur le côté droit, pareil, c'est un joueur qui est talentueux, il a du potentiel, il pue le football ce gars. Pas samedi quand même. Bon, il en a raté. Oui, mais il a quelque chose. Maintenant, il faut lui laisser le temps d'emmagasiner les matchs. C'est Messieurs, de la il a, Ligue 2, c'est compliqué. il a raté une occasion tout seul face au but vide que même Christian Palka nous a dit à l'antenne que lui ne l'aurait pas raté. Non.
Donc c'est c'est pour pas dire. possible. C'est pour dire. Donc Jordan après, il y a Terminé. Thierry Ambroise également, bon, qui a des difficultés en ce moment, mais sur les 10 derniers matchs, pourquoi pas un regain de forme, ça peut venir aussi. Donc Yannick Gomis, il faut le mettre en pointe. Gomis, pour moi, c'est l'attaquant du Racing Club. Et Gomis, à ce propos-là, vous parliez, tout le monde parlait ici des ratés, notamment de Ben Sharkey, mais aussi de Chouillard en tout début de match quand il y a encore 0-0. C'est vrai. À chaque fois, ce sont de très bonnes passes, même des caviars distribués par Gomis, qui en tant qu'attaquant de pointe a vraiment retrouvé ses repères. C'est vrai que sur les derniers matchs, il marquait des pénaltys, on le voyait pas beaucoup dans le jeu. Là, en tant que neuf et même dans la distribution du jeu, il a été très efficace. Messieurs, pour faire suite à ce qu'on vient de dire, est-ce que Montagnier n'a pas un peu de mal à trouver son 11 type? Et est-ce que ça aussi, c'est pas très ennuyeux? C'est problématique à la 28e journée d'un championnat quand même de ne pas vrai. avoir trouvé son... Ouais, En tout cas, il a pas été épargné. Bah, là, pour le coup, on parlait des blessures tout à l'heure. Il a pas été épargné par les blessures, pour le coup, en défense. Il y a beaucoup de choix. Hein. En défense centrale, Non, il y a beaucoup de c'est choix. pas des Ambrose choix. sur le banc, Ambrose Ça titulaire, tourne. Krayonke une fois oui, non, Ben Sharkey à Ça tourne gauche, beaucoup devant. Ben Sharkey devant. Devant, ça tourne énormément, c'est vrai. Il a beaucoup de mal à trouver Mais parce quand même qu'il y a- une stabilité dans son schéma offensif. Mais là, il a fait un choix fort quand même samedi. Il a gardé quasiment le même 11 ou le même 11 par rapport au Paris FC. C'est vrai. Donc il s'est dit, est-ce que mon équipe elle est sur les bons rails? Est-ce que mon équipe elle veut vraiment monter? Est-ce que, Mhm. voilà, et je pense que là, il les a mis dos au mur, il les a responsabilisés. Ouais. Et la Il a réponse, dû les secouer à mon avis Voilà. à l'entraînement Et la réponse a été ils ont bonne. dû lui donner satisfaction à l'entraînement réponse a pour été qu'il bonne. renvoie les mêmes 11. Il a joué sur la rédemption, l'esprit de revanche. c'est ça. Santons sur le banc et Mendy sur le terrain par rapport au PFC, c'est une punition, Jean-Marc? Oh, certainement, puisque bon, il n'avait pas bâché ses mots, ce qui est pas son habitude à Philippe Montagnier de critiquer ses joueurs en conférence de presse. Il le fait certainement dans le vestiaire et en interne, mais jamais devant la presse. Et là, il l'avait fait après le Paris FC. Donc, on pouvait se douter qu'il allait y avoir des changements. Et celui de Santon, qui était encensé depuis le début de la saison, il est tout à fait révélateur. Est-ce que Lens est meilleur ou moins bon avec Mesloub? La question s'est posée avant ce match et Voilà. je pense que C'est pour ça, parce qu'en conf de presse, ça a été posé à Philippe Montagnier. On voit aussi sur les réseaux sociaux pas mal de supporters qui trouvent que finalement, quand Mesloub est suspendu ou blessé, Lens va plus vite, le jeu est plus porté vers l'avant. En même temps, lui apporte une touche technique indéniable. Et ouais. Vous êtes pro ou anti-Mesloub? pour une fin de championnat, en tout cas pour ma part, je pense qu'avec toute l'expérience qu'il a et le fait que c'est le capitaine, on ne peut pas se passer d'un Walid Mesloub. Ce qui n'empêche pas de lui demander, de lui donner des consignes un peu appuyées, et ça c'est tout le rôle de Philippe Montagnier et du staff, de lui demander de porter un peu moins le ballon. C'est vrai qu'on avait l'habitude de voir Walid Mesloub porter ballon sur de grandes chevauchées alors que la vitesse c'est pas sa première qualité. Moi, si vous voulez Jordan voir Ovelelli. un bon contenu du Racing Club de Lens, je vous réfère au match de Niort, où il n'était pas là. Il n'était pas sur le terrain et ça allait très vite. Doucouré a été monstrueux aussi ce jour-là. Voilà, donc Mesloub, c'est clair, ça peut apporter de l'expérience, mais aujourd'hui, c'est le football rapide qui gagne. Tout à l'heure, on va parler de Valenciennes, mais justement, il y a le même cas à Valenciennes avec Sébastien Roudet. Roudet, pareil. 37 ans. Bon, il n'est pas tout à fait dans le même registre, Non. mais c'est bien d'avoir des tauliers super expérimentés ou en même temps, parce que le vestiaire, parce que la motivation des joueurs, parce qu'ils peuvent parler aux jeunes. On parlait Ouais, de où Gilet est-ce que- tout à l'heure. Ou est-ce que c'est handicapant pour le rendement de l'équipe? Ouais, mais Gilet n'est pas au même poste. Moi, ça me gêne Voilà. moins en pointe devant la défense. C'est bien, voilà, c'est bien. Quand on a des postes défensifs, milieu défensif, défenseur central, des trentenaires, ça c'est parfait, ça amène de la sécurité. Aujourd'hui, devant, comme je disais, c'est le football rapide. Donc il faut des jeunes, il faut que ça court, il faut que ça va vite, il faut que c'est du mouvement. Et voilà, moi je préfère des jeunes devant. L'équilibre est pas comment dire est pas impossible à trouver parce qu'on a quand même, on en parlait tout à l'heure, Chouillard, Ben Sharkey qui galopent sur les côtés. Ça va vite. On a des latéraux qui montent. Avoir un Mesloub, un Gilet, et en l'occurrence Mesloub au cœur du jeu en numéro 10, ça peut pas. S'il y a une bonne animation autour, ça dépend aussi du mouvement des attaquants. C'est pas seulement un numéro 10 qui va Mais tout Il faut faire. aussi des tireurs de coups de pied arrêtés. Vous croyez pas ce que Ça, c'est vous important aussi, venez faut pas de dire, oublier Maxime, l'importance de quand ça. même. Ah si, j'y crois, mais allez-y. Trouver l'équilibre à 10 journées de la fin. Non, Il aurait je dis- peut-être je dis fallu pas. le trouver depuis un moment. Mais l'équilibre, je pense qu'on peut pas- trouver un équilibre. Non, je dis pas ça. Je dis qu'on peut Ah. trouver un équilibre avec Mesloub. À un moment, faut aussi. On est sévère là avec Lens. Ils sont 4e de Ligue 2. Ils sont encore dans les objectifs. Rien n'est perdu. Ils peuvent encore monter. On a l'impression qu'on les met. Un peu non, de calme. Ça fait 5 ans qu'ils sont en Ligue 2. C'est déjà bien de les voir encore jouer la montée cette saison. On verra ce qu'ils vont faire. Il y a énormément d'attentes autour d'eux, évidemment. Ça s'explique par l'histoire, par le contexte des supporters et tout. Mais il y a un moment, Lens, on regarde le 11, il n'y a rien de extraordinaire. En soi. Donc aujourd'hui, moi je pense que Lens pour l'instant est à sa place et ils peuvent éventuellement aller chercher quelque chose de plus beau, quelque chose à laquelle personne ne croyait plus vraiment il y a encore quelques semaines, pas plus tard que la semaine dernière. Sauf que c'est pas nous qui avons annoncé à monter, c'est eux. Donc après, il faut assumer. Hein. Ouais, mais justement, c'est pour ça que je trouve sévère, c'est qu'ils sont encore largement dans les clous.
L'émission, on verra ce que les Lensois font face au Gazélec. La rencontre, ce sera lundi prochain. On va parler dans quelques instants de Valenciennes. Je vous rappelle que dans un quart d'heure, ce sera le Palca-Pif. Même si Christian n'est pas là, nous pensons à son pif. Et donc quel match va-t-on pronostiquer, Benoît ? Alors, on va pronostiquer sur les 3 matchs du week-end prochain, c'est-à-dire Lille, Monaco vendredi soir, Valenciennes-Orléans, c'est également vendredi, et Gazélec-Lens, ce sera lundi. Mais dans l'immédiat, Maxime, c'est la revue du net. Tribune Nord, le tour du net. Exactement, le tour du net avec, on parlait de Lens actuellement, ça nous permet de faire une petite transition. On n'a pas parlé des supporters pendant cette petite période sur Lens dans ce deuxième thème. Je sais que vous les portez dans votre cœur, Benoît, les supporters lensois, notamment les ultras des Red Tigers. Je suis un passionné des supporters de tous les pays et de tous les clubs. On peut quand même leur souhaiter un bon anniversaire, ce groupe de supporters, les Red Tigers, qui ont fêté leurs 25 ans avec de très belles animations et des très beaux tifos en tribune au Stade Bollaert ce week-end. C'est vrai. Et ça a été, peut-être que cet anniversaire a aussi fait venir plus de supporters au stade. En tout cas, le Stade Bollaert a enregistré sa troisième meilleure affluence cette saison. Un tout petit peu plus de 30 000 spectateurs, 30 126 pour être précis. La troisième derrière le Lens 3 du tout début du championnat, quand Lens enchaînait les victoires, était même en tête du championnat. Et voilà, Bollaert dépasse les 30 000 spectateurs pour la 4e fois de la saison. Alors, puisque vous me chatouillez avec les supporters, mon cher Maxime, et c'est vrai qu'avec Christian, on est parfois assez critique quand ils ont des comportements excessifs, que ce soit en termes de fumigène, d'envahissement de terrain, de colère mal maîtrisée. Cela dit, il faut aussi les féliciter quand ils font des choses. Alors, le tifo était magnifique, mais on a eu aussi sur le terrain, avant le match, une petite fille, Zoé, avec ses parents. Il y a quelques mois, les supporters lensois avaient lancé une opération pour lui permettre, à cette petite qui avait besoin d'une opération lourde et coûteuse, une collecte. Ils ont réussi à réunir les fonds. La petite a été opérée, elle va beaucoup mieux. Elle était avec ses parents pour le coup d'envoi. Donc là aussi, il faut féliciter la mobilisation des supporters. Maintenant, c'est un petit Mathis qui était là aussi avec ses parents, qui a aussi besoin de soins. Et voilà, quand les supporters se mobilisent pour des bonnes actions, comme avec à des Noël enfants, pour les enfants hospitalisés. Exactement, les Red Tigers font des collectes de jouets au moment de Noël. Quand ils font ça, bravo, félicitations, continuez, vous êtes super. Deuxième information de cette revue des réseaux sociaux, on parlait du LOSC tout à l'heure, mais il y a aussi les féminines qui jouaient un match très important ce week-end puisqu'elles étaient en demi-finale de Coupe de France. Elles l'ont emporté 1-0 sur la pelouse du Paris FC, le Paris FC 5e du championnat féminin, donc bien mieux classé que les Lilloises. Les Lilloises qui l'ont emporté 1-0, but de Lina Boussaha. Elles auront fort à faire en finale puisqu'elles iront, la finale se joue à Châteauroux le 8 mai et elles joueront face à l'Olympique Lyonnais qui plus que quintuple champion de France. La Coupe de France, elles doivent aussi être tenantes du titre et la Ligue des Champions. Donc voilà, ce sera assez compliqué. Des Lilloises, la Coupe de France, c'est un peu leur rayon de soleil de la saison puisqu'elles sont toujours 11e et donc pour l'instant relégables, même si elles peuvent toujours rattraper les Messines qui sont 10e, la dernière place pour rester en championnat de première division. À noter d'ailleurs que on sait que Dominique Carlier a été écarté il y a quelques matchs déjà. Il y avait un duo qui remplaçait provisoirement et donc mercredi, Rachel Saadi va être présentée avant la conférence de presse de Christophe Galtier, donc ça veut dire que c'est elle qui va prendre officiellement les commandes de l'équipe. Totalement. Et puis on parle de Lille, petite transition pour un ancien Lillois, Eden Hazard, qui a encore vous l'aimez marqué bien, lui, hein. Je l'aime bien, mais en même temps il est bon. Donc et puis c'est dans l'actualité, vous allez voir. Eden Hazard qui a permis à Chelsea d'éviter la défaite dimanche face à Southampton, pas facile à dire, un partout dans les arrêts de jeu. C'est le 16e but déjà d'Eden Hazard cette saison, qui permet à Chelsea de croire encore au top 4. Vous savez, en Angleterre, il y a 4 places pour aller en Ligue des Champions. Les Blues sont un peu en retard puisqu'actuellement ils sont seulement 6e. Je vous parle d'Eden Hazard parce que il vit peut-être ces dernières semaines, ces derniers mois à Chelsea, étant donné qu'on l'a dit tout à l'heure, Zinedine Zidane est arrivé, revient au Real Madrid pour 3 saisons, avec sûrement une grosse enveloppe pour le mercato. Et on sait que Zinedine Zidane aime beaucoup Eden Hazard. Vous pouvez l'annoncer, je pense. Hazard sera au Real la saison prochaine. Eden Hazard au Real en Liga la saison prochaine, ça ne fait plus beaucoup de doutes. C'est une bonne nouvelle pour les filles. Dès qu'on parle de transfert, de joueurs, de commission, Cédric Van Goten qui somnolait jusque-là se réveille. C'est une bonne nouvelle pour les finances du LOSC. Puisqu'ils vont toucher une petite part du transfert en ce cas-là. C'est combien le pourcentage grosso modo, ça va être 5%. Expliquez, transfert international. Transfert international. Donc, grosso modo, ça va être 5%, enfin un peu moins de 5%, parce que Tubis va récupérer 0,25, 0,50. Donc, 4,5% du transfert. Voilà. À ce propos, il ne faut pas oublier que sur le transfert de PP, il y a 15% pour Angers. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est pas un transfert forcément international. Même si
Pépé est transféré en France, dans le contrat de l'époque, il y avait 15% sur la plus-value. Mais là, c'est sur les transferts internationaux. Je vais peut-être plomber un peu l'ambiance parce que Chelsea est interdit de recrutement sur les 2 prochains mercato. Voilà. Donc c'est pas sûr que c'est pas dit qu'Hazard va aller au Ils peuvent pas acheter, mais ils peuvent vendre. Oui, mais avec quelle équipe après s'il veut partir, il partira. À mon avis. D'autant plus que si Chelsea joue pas la Ligue des Champions, à mon avis, ils n'auront pas d'argument. Tribune VAFC. Allez messieurs, 3e partie de l'émission, Valenciennes, autour de la table, Jean-Marc Devray, France 3, Cédric Van Goten, agent de joueur, Giordano Melilli, entraîneur, correspondant de France Foot, François Launay, journaliste, et Maxime et moi-même, en l'absence, on le rappelle, de notre bon Christian qui fait du vélo quelque part en France. Alors, messieurs, c'est simple, peut-on dire que Valenciennes a réalisé un énorme exploit en gagnant sur la pelouse de Brest, François? Dire l'inverse serait faire preuve 4-0, alors 5-2 une sacrée mauvaise foi quand même. 4-0 à un quart d'heure de la fin. Face à Brest, 2e du championnat, qui avait plus perdu à domicile depuis, je crois, la première journée. Donc autant vous dire que oui, c'est un exploit. Il y avait 10 matchs sans défaite pour Brest. 10 matchs sans défaite, c'était complètement inattendu de la part de VA, même si VA restait sur un très bon résultat. Christian Palka l'attendait cette victoire, il l'avait pronostiqué. C'est le seul qui l'avait vu. Christian pronostique toujours la victoire des clubs nordistes. Donc à un moment, faut que ça paye, tant mieux ça a payé. Jean-Marc Furlan a quand même dit on a pris un gros coup de poing dans la gueule, pardonnez-moi l'expression. Je pense que les joueurs, le supporter brestois et l'entraîneur étaient sonnés. Sachant que les 20 premières minutes étaient quand même largement l'avantage des Brestois. VA a laissé passer l'orage et a été ultra réaliste. Et tant mieux, c'est une victoire 5-2 et ça fait surtout 9 buts en deux matchs, puisqu'ils avaient gagné 4-0. Leur match précédent face à la C Ajaccio, donc tout va bien pour Valenciennes. Cédric Van Goten. Je pense que Brest, ils étaient tellement à la ramasse après le match qu'il y avait aussi un peu d'amour-propre, parce qu'ils ont peut-être pris un peu aussi trop à la légère. Ils se sont dit, bon, c'est Valenciennes, on est des cadors du championnat, on va se les faire comme le 4 heures. Et puis en fait, ça s'est pas passé du tout comme ça. Donc je pense qu'il y avait aussi un peu d'amour-propre du côté de Brest. Oui, d'autant plus que Régis Alleret, après le match, a dit c'est paradoxal, mais c'est certainement pas notre meilleure prestation. Il a reconnu lui-même. Donc c'est vrai qu'il y a eu certainement de la suffisance du côté des Brestois. Et la grande force du VAFC, là, dans cette fin de saison, c'est de récupérer des joueurs frais. C'est ça. Masson, Roubaille, Roudet, ça va filer un boulet de canon. Justement, messieurs, j'ai quand même attention envie de dire... quand même. Ne jamais tirer de conclusions hâtives sur Valenciennes. C'est vrai qu'ils récupèrent des joueurs frais. On va prendre après dans quelques instants Maxime sur peut-être des chiffres sur Valenciennes ou des réactions sur les réseaux sociaux. Mais juste un mot. Est-ce que si on enlève Roubaille, Roudet, Mauricio et Masson, on n'a pas une équipe très très médiocre? Bien sûr que si. Tout repose sur 4 joueurs. Non, c'est pas tout repose sur 4 joueurs, c'est tout repose sur le 11 type. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous enlevez un joueur dans cette formation qui, dès que tous les titulaires sont là, ça fonctionne parfaitement. Dès que vous enlevez quelqu'un pour X raison, suspension ou blessure, on sent tout de suite que c'est plus la même chose. Donc là, si vous avez le 11 actuel, renforcé quand même par l'arrivée, ça va lui faire plaisir de Saliou 6 au mercato, mais aussi de Bong du Paris FC qui fait énormément de bien en défense centrale. C'est vrai. Cette équipe qui a donc, comme l'a dit Giordano, récupéré aussi ses blessés. Quand elle est au complet, elle fonctionne bien. Le problème, c'est que cette saison, elle n'a pas souvent été au complet. Maxime. Sur les réseaux sociaux, on a Guillaume qui nous dit que voilà, quand Roudet et quand Roubaille les deux reviennent de blessure, même si ça faisait déjà 1 ou 2 matchs qu'ils étaient revenus, quand les deux sont là, ils font la différence et ce sont ces deux joueurs-là qui nous rapportent des victoires précieuses. Faut pas oublier Mauricio quand même. Oui, non, Mauricio, c'est 7 buts, 6 passes décisives. Raspensino est devenu le meilleur buteur du club avec 8 buts. C'est pas énorme quand on regarde le meilleur buteur valenciennois, il est à 8 buts et pourtant les Valenciennois sont la 3e meilleure attaque du championnat alors qu'ils sont 12e avec 41 buts. Ils ont la 3e meilleure attaque parce qu'ils en Brest prennent derrière. C'est quand même incroyable d'être 12e avec la 3e meilleure attaque du parce championnat. qu'il y a des moments où vous faites opération. Mais ils ont la moins bonne défense. Oui, toujours 44 buts, je crois, en question. Alors, justement, messieurs, est-ce que le problème d'un club comme Valenciennes, c'est-à-dire que, très vite, on a compris qu'ils ne joueraient pas la montée en Ligue 1. À mon sens, ils n'ont jamais trop été en danger dans le bas de tableau. Moi, j'y crois pas de trop. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème de motivation? Est-ce que, pour des joueurs professionnels, savoir qu'on va finalement jouer le ventre mou du championnat chaque année, ça ne permet pas d'aller chercher un petit supplément d'âme. Prenez l'exemple du derby, où là, il y a de la motivation pour les joueurs. Et au derby, Valenciennes a été incroyable. Ils ont dévoré le Racing Club de Lens. Valenciennes, on va le dire, on va le redire, c'est une équipe qui n'a pas les moyens de ses ambitions. Encore une fois, cette
cette Mais c'est un formation. problème de motivation. Mais non, aussi. c'est pas une question de motivation. Ils font leur métier, voilà, plan, et puis on va Mais terminer non, attendez, non, vous êtes sévère parce que la Valenciennes est 3e sur la phase retour quand même. Donc, ça veut dire que C'est vrai, qu'il c'est vrai. y a quand même une certaine constance depuis le mois de janvier. Il y a eu des recrues, on en a parlé. Il y a les joueurs enfin qui sont revenus. Donc cette équipe n'est pas sur un courant alternatif. Depuis janvier, ça va bien, ça va même très bien. Ils sont 2e sur la phase retour. Voilà, ils sont même, voilà, j'ai dit 3e, ils sont 2e sur la phase retour. Donc voilà, c'est juste une équipe qui de toute façon perdra ses meilleurs joueurs à la fin de la saison parce qu'il faut être à l'équilibre financièrement et que c'est la seule façon C'est un peu pessimiste comme vision des choses, mais on a le groupe de supporters assez connu, un ingésphère qui nous dit ça sur le Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Roudet, je cite le commentaire, hein, retraite pour Roudet, départ de Robaille, Mauricio, Masson, 6 Harib car pas de contrat, et hop, 6 titulaires indiscutables qui part, retour à la case départ, on vit juste une parenthèse enchantée. Tout est résumé, pour moi tout est bien résumé là-dessus. Est-ce que Réginald Rey, qui est un bon entraîneur à mon sens, n'est pas un peu trop gentil? Est-ce qu'il n'est pas un peu trop sympa avec ses joueurs, je sais pas. Je pense que vous faites erreur. Et la semaine dernière, après la victoire, il a dit en conférence de presse, il a montré pas mal de poigne. Il a dit qu'il était allé sur le terrain, qu'il n'avait pas attendu le vestiaire pour aller dire à leurs joueurs que l'euphorie, fallait faire attention parce que c'était qu'un match et que le maintien n'était pas assuré. Je pense plutôt comme François. Est-ce qu'il tient ses joueurs? Je pense qu'il tient ses joueurs et surtout il est Zdieco compatible, ce qui est très important à Valenciennes. Voilà. Ils sont très bons amis maintenant, il paraît. Christian Pascal est devenu Zdieco compatible. Donc ça veut dire que Christian Palka est compatible avec. Christian est adjoint l'année prochaine. Voilà. À tel point que Réginald Rey, il se murmure de plus en plus qu'il devrait rester l'entraîneur du VFC. Il arrive en fin de contrat en juin, mais avec la vente du club qui a fait pchit, Réginald Rey Élisée devrait donc rester président et Réginald Rey devrait recevoir bientôt une prorogation de contrat, surtout si ça continue comme ça. Giordano. Il est fort possible qu'il continue. Merci François. Giordano, un petit mot, non? Il a raison François par rapport à Valenciennes, c'est l'éternel recommencement. Voilà, à chaque fois il y a des joueurs qui partent, il y a des joueurs qui arrivent, donc il n'y a pas trop de stabilité. En plus là avec les investisseurs et tout, c'est encore plus compliqué. Donc ils sont en Ligue 2, ils rament. Voilà, on peut pas trop attendre quand c'est comme ça. Alors justement, pour terminer sur Valenciennes, des nouvelles de la vente du club? Est-ce qu'on sait quelque chose? Non, il y a des acquéreurs, il y a eu des rendez-vous, le creux a eu lieu au moment où on était en plein dans la vente. Donc arrêtons de parler de ça. Et quand vous parliez justement de motivation, je constate que c'est depuis le 31 janvier où la vente a été purement et simplement annulée que les Valenciennois marchent mieux, puisque 4 victoires. Attention quand même à ce que ça se règle pas devant, parce que peut-être que 3 Sports Invest n'a pas. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que moi je parle de la motivation des joueurs. De discuter avec M. Zdiak jusqu'au bout, c'est-à-dire dans le sens où ils vont peut-être aller au tribunal. Peut-être, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait quand même dans la tête des joueurs une possibilité que 3 Sports Invest arrive, opère son propre recrutement et que des joueurs de l'équipe actuelle perdent leur place. Tout à fait. Quand la vente a été annulée, ils ont retrouvé une certaine sérénité, à mon avis. Et vous avez raison, et entraîneur, parce que s'il est arrivé, il n'est pas impossible qu'un nouvel entraîneur arrive. Donc, exactement. Est-ce que vous êtes en train de sous-entendre, Jean-Marc Devray, que peut-être que des joueurs qui avaient peur de devenir plus indispensables auraient un peu lâché, je sais pas, Peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas, ça devait les perturber. Puis je vous rappelle le coup de gueule de Sébastien Roudet, qui a dit à un moment, c'est n'importe quoi actuellement. Et je pense qu'il visait peut-être autant ses équipiers que les dirigeants. D'accord. Terminé pour Valenciennes. On va prendre quelques minutes pour aborder 3-4 sujets avant, bien sûr, dans quelques minutes, de faire le palcapif, le traditionnel palcapif. Messieurs, quelques sujets rapides qu'on balaye. Vous me dites un peu votre avis. On développe pas trop. Ça, c'est une théorie défendue par Christian Palka. Est-ce que la victoire de Dunkerque à Boulogne est un petit peu arrangé entre les joueurs? C'est-à-dire que Boulogne, qui n'a plus rien à jouer en national, Dunkerque, qui était vraiment hyper pas bien, est-ce que, finalement, Boulogne... Il faut avoir des preuves pour avancer ça. Non, attendez, je dis pas qu'il y a de corruption, quoi que ce soit, je dis juste, est-ce que les Boulonnais n'ont pas forcément... Une petite solidarité régionale. Voilà. Ouais. Écoutez, j'ai vu Jacques Coité ce matin pour complètement autre chose à Boulogne. Il est plus président, mais on a parlé un peu foot avant. Il parlait pas du tout de match arrangé, il disait juste 4 défaites, 4e défaite d'affilée, sans marquer de but,
Voilà, c'est juste un coup de mou et il n'y a rien à voir avec. C'est pas un coup de mou. Moi, j'ai peur que ce soit une fin de saison en roue libre et que ça va se reproduire plusieurs fois. Alors, pour être très clair, pour défendre la position de Christian Palka, moi, je vous fais une remarque. Chaque année, la dernière journée de Ligue 1 ou de Ligue 2 ne change absolument pas le classement. Ça veut dire que vous prenez les 20 du classement à la 37e journée, le soir de la 38e, ça n'influe pas. Pourquoi ? Parce que des équipes qui sont ou sauvées ou qualifiées pour l'Europe n'ont pas envie d'envoyer des équipes en Ligue 2. Donc, puis ça coûte moins cher d'aller jouer à Dunkerque que d'aller jouer à Fréjus ou à Marignane. Non, après, il y a plein de contre-exemples. Mais c'est peut-être pas fait consciemment non plus. Faut pas avoir le mal partout. Allez, messieurs, autre sujet, le PSG. En un mot, là, est-ce que c'est une humiliation pour le foot français ? Non, c'est juste pour le PSG. C'est une humiliation pour le PSG et ça leur apprendra à pas faire preuve d'humilité. Soyons un peu patriotes quand même, messieurs. Patriotes, pourquoi ? C'est un club qatari. C'est un club français qui est venu disputer le championnat de France. Je pensais que le PSG avait touché le fond avec la remontada, mais là, la dégringolada, c'est encore pire, quoi. Jean-Marc. Effectivement, je crois que c'est encore pire effectivement que la remontada. Et je rejoins François sur le fait que le Paris Saint-Germain n'est pas un club français, ne serait-ce que par la composition de l'équipe. Et le PSG n'est pas un grand club, contrairement à ce qu'ils nous répètent, à vouloir dire on veut gagner la Ligue des Champions comme Barcelone, comme le Real, comme le Bayern, même comme l'Ajax. Déjà aller en demi-finale, chose qu'on n'avait plus fait depuis 1995. Messieurs, soyons un peu patriotes. C'est un club français, ça donne des points à 10 UEFA. Ouais, c'est vrai. Et ça tue le suspense. On va dire que malheureusement, pour ça comme pour d'autres, l'histoire se répète. Il va nous rester 3 minutes après pour le Palcapif. Juste deux questions à Giordano. Est-ce que Buffon, vous qui connaissez bien la Juve, est-ce que Buffon c'est l'année de trop ? Bien sûr. Voilà, vous savez, je vais vous expliquer un petit peu. Je pense que la Juve, quand elle vend un joueur, c'est pour deux raisons. Soit elle prend un max de pognon, ou soit il est fini. Bon, ben voilà. Donc j'ai répondu à la question. Dernière question. Dernière question. Le retour de Zinedine Zidane qu'on a appris aujourd'hui au Real Madrid. Bonne ou mauvaise chose ? En général, c'est pas très bon de retourner et de remettre les pieds dans les pantoufles. Il a pris un risque et je pense qu'en termes de comment dire, il y a un coup à faire en termes de management parce que là, il va falloir qu'il reforme totalement une équipe. C'est pas comme la dernière fois quand il était arrivé, il avait déjà été adjoint, il connaissait tout le monde. Là, il y a un nouveau cycle à refaire et là, il y a un vrai défi. Moi, je trouve que c'est couillu d'être retourné au Real. En même temps, il n'y avait pas beaucoup d'autres solutions pour lui. C'est-à-dire le Barça, c'est pas possible. L'équipe de France, ça fait fermer. Chelsea, on a parlé de lui à Chelsea. Ça aurait pu être la Juventus. Ça aurait pu être la Juventus de Turin. Ça aurait pu être la Juve, c'est vrai. Il vient pas que pour entraîner. Il y a plein pouvoir sur le sportif. Allez messieurs, c'est terminé. Voilà, je fais un petit geste à mon ami Alexis qui réalise l'émission. Merci Alexis. Le Palcapif, traditionnel rendez-vous de fin d'émission. Un petit point sur le classement et après on fait le tour sur les matchs que je vous ai cités tout à l'heure. Maxime, faites-moi plaisir, dites-moi quelque chose d'agréable. Au classement, vous êtes premier, voilà, devant Jean-Marc Devray. C'est une petite victoire. Christian est de retour sur le podium, car Christian, je cite ce qu'il nous avait dit la semaine prochaine. Qu'est-ce que je serais content la semaine prochaine ? J'ai parié 3 victoires comme ça pendant que tout le monde a réfléchi 5 minutes. Bon voilà, il a fait un magnifique 3 sur 3 au niveau des paris et donc il revient sur le podium. Bravo Christian Palka et comme me dit Alexis dans l'oreillette, c'est la remontada de Christian Palka. Allez, on pronostique sur les matchs à venir. Jean-Marc, je rappelle, Lille, Monaco, Valenciennes-Orléans et Gazélec-Lens. C'est à vous. Alors Lille-Monaco, allez, on va prendre un petit risque Monaco. Valenciennes, victoire de Valenciennes. Et puis donc je suis un peu embêté pour Lens, toujours un petit peu embêté. Donc allez, on va dire match nul. 3 matchs nuls. Faut aller vite. Donc 3 matchs nuls. 3 matchs nuls. 1-0 pour Monaco, 1 partout Valenciennes-Orléans. Et t'as pas besoin de donner les scores. Et victoire de Lens au Gazélec. Voilà. Ça c'est dit, François. Je vais faire mon Palka, 3 victoires des clubs nordistes. D'accord, vous lui ressemblez un peu, je trouve, en plus en vieillissant. Moi, j'ai envie de faire la diff, tu vois, je donne les scores. Merci pour ce joli compliment. Maxime, en même temps, vous êtes assis à la place où je suis assis d'habitude, c'est un honneur pour vous, François. Allez-y. Ce serait une victoire du RC Lens pour moi, un match nul de Lille et une victoire de Valenciennes. Et une victoire de Valenciennes. Et ben moi, je vais pronostiquer une victoire du LOSC, comme ils sont capables de tout, je vais dire une victoire d'Orléans à Valenciennes et une victoire de Lens au Gazélec. Voilà. Orléans, équipe très en forme avec Valenciennes, c'est la deuxième équipe la plus en forme du championnat. Ouais. Et par contre, Monaco n'a pas Falcao. Et Monaco n'a pas Falcao. Messieurs, il est 19h57, on est bientôt au bout de cette émission, on y est d'ailleurs.
100% foot, Tribune Nord. Maxime Lichtevoet, Benoît de Quevauvillers. Voilà, là vous êtes à l'antenne, là vous pouvez redire au revoir. Merci de vos conseils avisés, Maxime. Merci à Jean-Marc Devray, merci à Cédric Van Goten, merci Giordano Medellin, toujours un plaisir de vous recevoir. Merci François Donnet. Merci à vous. Merci Maxime, merci à tous les gens qui nous écoutent et qui nous regardent via les Facebook de France Bleu et de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Rendez-vous.